Le pistolet surgit sur le bureau, comme une idée accessoire. Compact et raffiné, enveloppé dans un étui en cuir moulant orné de ferrures dorées, le genre d'arme qu'un diplomate pourrait porter, plutôt qu'un militaire. Il s'agissait du Colt modèle 1908, chambré en 380 ACP, et à partir de 1944, l'armée américaine a commencé à le distribuer à tous les officiers généraux sur le théâtre des opérations. Omar Nelson Bradley l'examina, le saisit, en éprouva le poids. 24 onces, 7 cartouches dans le chargeur, un canon de 4 pouces revêtu d'acier bleu poli. Il le reposa, puis tendit la main vers un autre objet, ce que Bradley préféra emporter à la place, et les raisons de ce choix révèlent bien plus sur sa personnalité que 1000 portraits officiels. C'est une histoire de confiance, d'identité et du type de général que l'Amérique requérait au plus sombre chapitre du XXe siècle. Voici cette histoire. Il naquit le 12 février 1893 dans le comté de Randolph, Missouri, une région de plaine monotone et d'hiver rigoureux, où l'on évaluait les hommes non sur leurs paroles, mais sur leurs actes. Son père, instituteur, mourut prématurément, laissant la famille dans la précarité. Bradley exerça le métier de chaudronnier, avant qu'un voisin ne lui conseille de tenter l'entrée à West Point. Il réussit l'examen d'admission. Il y intégra en 1911. À cette époque, West Point représentait un véritable baptême du feu. Les diplômés de cette promotion influencèrent l'armée américaine pendant les 40 années suivantes. La classe de Bradley, celle de 1915, acquit une réputation mêlant fierté et surprise. Surnommée « la classe où les étoiles sont tombées ». Sur les 164 diplômés, 59 accédèrent au grade de général. Parmi les camarades de classe de Bradley figurait un jeune homme élancé et passionné du Kansas, Dwight D. Eisenhower. Bradley et Eisenhower se lièrent d'amitié dès le début, mais ils incarnaient des tempéraments opposés. Eisenhower possédait l'instinct d'un politicien, chaleureux, stratège, capable de juguler d'immenses égos et les tensions des alliances. Bradley, lui, se montrait plus discret, plus mesuré. Il écoutait avant de s'exprimer. Il observait avant d'intervenir. Il ne se parait d'aucun revolver à poignée d'ivoire, ni de cravache, ni d'aucun accessoire théâtral. Ce que Bradley portait en lui était moins visible, mais infiniment plus fiable. Au cours de la Première Guerre mondiale, Bradley ne fut jamais envoyé à l'étranger. Il veilla sur des mines de cuivre au Montana, une mission qui le rongeait d'impatience. Tandis que ses camarades décoraient en France, lui patrouillait des kilomètres de clôtures métalliques et maintenait l'ordre dans l'Ouest américain. Un labeur sans éclat qu'il accomplit sans une once de reproche. Cette retenue, cette aptitude à servir là où on l'affectait sans exiger la lumière des projecteurs, marqua toute sa trajectoire professionnelle. Durant les années 1920 et 1930, Bradley gravit les échelons de l'armée en temps de paix avec une efficacité discrète. Il enseigna les mathématiques à West Point. Il fréquenta l'école d'infanterie de Fort Benning, où un instructeur brillant et exigeant, George C. Marshall, le repéra. Il suivit les cours du Command and General Staff College. Il enchaîna des postes qui, patiemment, le forgeaient pour un conflit encore à venir. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939,
Bradley était brigadier général à l'école d'infanterie. Il n'avait aucune expérience du commandement en bataille. Il avait 46 ans. Si la guerre touchait l'Amérique, elle le trouverait proche du sommet d'une armée presque disparue au fil des années de dépression. Vidé de substance, sous-doté et encore un apprentissage pour mobiliser les armées de masse que le XXe siècle imposait désormais. Bradley s'apprêtait à devenir indispensable. Revenons au pistolet. Dans l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale, les généraux occupaient une place singulière vis-à-vis de leurs armes de poing. Depuis l'époque de l'armée continentale, les officiers supérieurs choisissaient leur propre pistolet, des sélections personnelles reflétant leur style individuel. Les revolvers à poignée d'ivoire de George Patton en sont l'exemple le plus emblématique. Spectaculaire, intentionnel, minutieusement travaillé pour impressionner. En 1944, l'armée opta pour une uniformisation de l'arme de sei d'armes des généraux. Le modèle retenu fut le Colt 1908 Pocket Hammerless, un pistolet semi-automatique élégant et réduit, chambré en 380 ACP, conçu par le légendaire John Moses Browning. Pesant à peine 24 onces, son marteau interne évitait les accrocs aux vêtements, suffisamment petit pour se porter dissimulé, assez sobre pour des occasions officielles. L'armée le jugeait adapté à des hommes non censés combattre directement. Environ 3100 exemplaires du modèle 1908 furent distribués aux généraux américains entre 1944 et la fin de la guerre. Ils étaient accompagnés d'un étui en cuir ajusté, d'une ceinture à boucles dorées, d'une dragonne aux garnitures d'or et d'une pochette à munitions. L'ensemble visait à symboliser le rang et la dignité, plutôt que l'efficacité au combat. Nombre de généraux en saisirent l'intention sans tarder. Dans le livre The Colt U.S. General Officer's Pistol de Horus Greeley IV, un général exprima avec sa franchise habituelle: « J'ai remis le pistolet automatique Colt calibre 380 à un jeune lieutenant-colonel sous mes ordres. Je n'avais que du mépris pour le Colt 380. On m'avait fourni un bon pistolet, bien supérieur au Colt 45 commercial que je portais. Cette opinion était partagée par la plupart. Greeley soulignait que la majorité des officiers généraux considéraient le 380 comme ce qu'il désignait en privé par arme de salon, un accessoire adapté aux revues de troupes, aux dîners mondains et aux séances photos. Pour les combats réels, ces instants où un homme doit protéger sa vie, il se tournait vers autre chose. Et Bradley faisait confiance à l'arme que tout fantassin américain chérissait, le Colt M 1911, chambré en 45 ACP. Un pistolet conçu en 1911 pour un objectif brutal et simple, neutraliser un ennemi déterminé à vous tuer. Pourquoi le choix d'armes de Bradley revêtait-il une telle importance? Parce qu'il était ce type de général qui se rendait là où se trouvaient ses hommes. À l'été 1943, Bradley prit le commandement des deux corps en Tunisie, après qu'Eisenhower eut relevé l'œil de Fredendall suite au fiasco du col de Kasserine. L'armée américaine avait subi une humiliation cuisante. Le Afrika Korps de Rommel avait balayé les recrues américaines inexpérimentées, révélant des lacunes criantes en matière d'entraînement, de doctrine et de commandement. Bradley débarqua et agit comme à son habitude. Il avança en première ligne. Il inspecta les unités, discuta avec officiers et simples soldats,
posa des questions et prêta attention aux réponses. Il apporta des ajustements fondés sur ses observations directes, non sur des rapports papier. Il ne forgeait pas une légende, il forçait une armée. En Sicile, cet été-là, au sein de la 7e armée de Patton, Bradley dirigea à nouveau les 2 corps. Il observa le génie imprévisible de Patton générer des succès éblouissants et des fautes désastreuses en proportions quasi égales. Il consignait ce qui fonctionnait ou échouait, la distinction entre un commandement qui faisait les gros titres et celui qui conquérait du terrain. À l'approche du jour J, Eisenhower confia à Bradley l'ensemble de l'effort terrestre américain pour l'invasion du nord-ouest de l'Europe. Le 6 juin 1944, Bradley orchestrait les débarquements depuis le pont de l'USS Augusta, scrutant à la jumelle les vagues d'assaut atteignant Utah et Omaha. Omaha fut un désastre ce matin-là. Le pilonnage naval et aérien préliminaire avait en grande partie raté ses cibles. Les chars amphibies spécialement adaptés, censés ouvrir la brèche, sombrèrent dans les eaux agitées. Les fantassins qui parvinrent à la plage se retrouvèrent écloués au sol par un feu allemand impitoyable, sans abri, sans direction claire ni voie d'avance. Bradley envisagea sérieusement d'abandonner Omaha pour reporter toutes les forces sur Utah. Ce fut l'une des décisions les plus tourmentées de sa carrière militaire. Il patienta, observa, et progressivement, grâce à des gestes de bravoure individuelle qu'aucun général ne pouvait imposer, des hommes se redressant dans le sable pour avancer vers les mitrailleuses, la situation à Omaha Beach commença à s'inverser. Bradley n'était jamais loin du bruit de ses armes. Il ne l'était jamais. En août 1944, Bradley accéda au commandement du 12e groupe d'armées, supervisant finalement 4 armées américaines, la 1e, la 3e, la 9e et la 15e. C'était la plus vaste force jamais confiée à un seul commandant américain. Plus d'1,3 million de soldats, un défi logistique et organisationnel d'une ampleur presque inimaginable. D'autres officiers de son rang se replièrent dans des QG arrière. Il dirigea via carte et transmission radio, se muant en gestionnaire de guerre plutôt qu'en combattant. Bradley resta un soldat pur. Il se déplaçait sans relâche, toujours vers l'avant. Il passait au PC de division, s'arrêtait au poste de secours, s'asseyait avec les officiers autour d'un café froid pour entendre ce qui se déroulait au cœur du front. Ces hommes le connaissaient pour cela. Ils le surnommaient le général G.E., celui qui vivait en soldat. Et pour Bradley, un soldat portait l'arme d'un soldat. Le 380 fourni par l'armée était un pistolet de gentilhomme, précis à courte distance, fiable en conditions propres, discret sous un uniforme de parade. 7 cartouches de 380. ACP, un calibre destiné, comme l'écrivait un général, aux occasions mondaines. Mais quand Bradley s'aventurait en avant, assez près des lignes pour qu'une patrouille allemande, un avion ennemi égaré ou une fausse manœuvre sur une route de campagne française transforme une visite en affrontement, il préférait autre chose dans son étui. Il optait pour le 45. Le M1000, 911 incarnait tout ce que le 380 n'était pas. Lourd, avec près de 2,5 livres chargés. Imposant, 8 pouces d'acier bleui. Il contenait 7 munitions de 45 ACP, une cartouche dotée d'une puissance suffisante pour stopper net une menace. Ce n'était pas une arme pour un dîner,
c'était celle pour un monde foncièrement hostile que l'on portait en sachant le danger omniprésent. Bradley le savait. Il avait vu ce qui arrivait à ceux qui l'oubliaient. L'hiver 1944 apporta la crise la plus grave de son commandement. Le 16 décembre 1944, les Allemands déclenchèrent une contre-offensive massive à travers les Ardennes. Cette attaque, qui entra dans l'histoire sous le nom de bataille des Ardennes, vit 3 armées allemandes percer sur un front de 85 miles, s'enfonçant profondément dans les lignes alliées, encerclant la 101e division aéroportée à Bastogne et menaçant de diviser les forces alliées en 2. Le quartier général de Bradley se trouvait à Luxembourg, à moins de 40 miles du bord avant de la Brèche. La situation évoluait si vite, si chaotiquement, que personne n'aurait pu affirmer avec précision où se trouvaient les Allemands et où ils ne l'étaient pas. Des routes encore sécurisées derrière les lignes alliées, le matin pouvaient tomber aux mains des ennemis l'après-midi. Bradley traversa ce désordre avec son calme habituel. Il emprunta des voies potentiellement coupées. Il rendit visite à des unités qui tenaient bon grâce à la discipline et à la détermination. Il prit des décisions dans un contexte d'information partielle. Les intentions de l'adversaire restaient floues et la marge d'erreur se réduisait à néant. Il avait son 45 sur lui, non pas pour parader, ni parce qu'un photographe pouvait l'observer, mais parce que telle était la dure réalité du champ de bataille. Imprévisible, mouvante, mortelle. Et un homme conscient de cette réalité emportait une arme à la hauteur. La bataille des Ardennes coûta à l'armée américaine plus de 75 000 victimes. Ce fut le combat le plus sanglant de l'histoire américaine en Europe, mais il se solda par un échec. Les Allemands épuisèrent leur dernière réserve stratégique dans cette offensive. Lorsque les hostilités s'achevèrent, fin janvier 1945, la Wehrmacht n'avait plus rien à opposer. Le 12e groupe d'armée de Bradley franchit le Rhin en mars 1945, premier contingent allié à traverser ce grand fleuve depuis Napoléon. Ils poussèrent loin en Allemagne, libérant des camps de concentration, recevant des redditions par centaines de milliers, et rejoignant les troupes soviétiques qui avançaient de l'Est. L'Allemagne capitula le 8 mai 1945. À la fin de la guerre, Bradley rentra dans une nation reconnaissante, mais le monde ne lui accorda guère de répit. En 1948, il fut nommé chef d'état-major de l'armée. 1 an plus tard, il devint le premier président des chefs d'état-major interarmés. Il supervisa la réaction militaire américaine au déclenchement de la guerre de Corée en 1950, s'opposant au souhait de MacArthur d'étendre le conflit à la Chine, avec des mots qui firent date. Agir ainsi, déclara Bradley, serait la mauvaise guerre, au mauvais endroit, au mauvais moment, et contre le mauvais ennemi. En 1950, le Congrès éleva le grade de général d'armée à un titre permanent, et Bradley devint le 5e homme et le dernier à arborer 5 étoiles. Il survécut jusqu'en 1981. Il s'éteignit à 88 ans à New York, laissé par sa seconde épouse et sa fille. Il fut inhumé au cimetière national d'Arlington. Le pistolet qu'il avait porté à travers la Normandie, à travers les Ardennes, à travers la poussée en Allemagne, le modeste, robuste et sobre M1911 l'accompagna tout au long. Non pas pour son éclat,
ni pour affirmer quoi que ce soit, mais parce qu'il s'agissait de l'outil approprié pour la tâche qu'il avait embrassée. Les soldats saisissent une vérité que les civils peinent parfois à concevoir. L'équipement n'est pas anodin. Les options qu'un homme fait concernant ce qu'il porte, ce qu'il revêt, ce qu'il consomme et où il repose. Ces choix révèlent une identité. Ils indiquent aux autres qui il est et ce qu'il chérit. Le choix de Bradley pour le M1911 plutôt que le 380 réglementaire était une affirmation forgée dans l'acier et le silence. Cela signifiait « Je ne suis pas au-dessus de cela. Je ne suis pas détaché de cela. Je porte ce que vous portez. J'affronte ce que vous affrontez. Je suis un soldat. » Les hommes sous ses ordres le ressentaient. Ils le surnommaient le général G.E. Pas parce qu'il jouait la modestie comme certains chefs le font de manière calculée, stratégique, pour plaire au public. Il l'appelait ainsi car il l'était vraiment, au plus profond, de manière irréductible, l'un des leurs. Les généraux qui abandonnaient leur 380 pour saisir le 45, et ils étaient nombreux, exprimaient le même engagement à leur manière. Ils affirmaient que le petit pistolet sert à parader, le grand à combattre, et je suis là pour le combat. Omar Bradley fut toujours là pour le combat, non pas parce qu'il l'adorait. Les archives montrent clairement que Bradley trouvait la guerre effroyable, un mal nécessaire, non une épopée glorieuse. Il pleurait devant les cours américains inertes. Il perdait le sommeil sur des ordres, envoyant des hommes vers des périls où certains ne reviendraient pas. Elle évoquait le prix de la guerre avec une franchise qui mettait ses contemporains mal à l'aise. Pourtant, il avançait malgré tout. Il emportait l'arme du soldat malgré tout. Il optait chaque jour pour commander depuis l'avant plutôt que l'arrière. C'est cet héritage qui perdure au-delà du pistolet, au-delà du grade, au-delà des médailles, des monuments et des 5 étoiles d'argent. Omar Bradley savait que la seule voie pour diriger véritablement les soldats est d'en être un. Pas de feindre, pas de jouer un rôle, mais de vivre, autant que le rang le permet, dans la même réalité que celle de ces hommes. Le calibre 380 était réservé aux généraux, car on ne s'attendait pas à ce qu'ils combattent. Bradley opta pour le 45 parce qu'il refusait ce compromis. Il était constamment prêt à se battre. Et c'est cela, plus que n'importe quel plan de bataille, plus que toute formation tactique, plus que les milliers de choix qu'il dut trancher au cœur de la guerre, la plus dévastatrice de l'histoire humaine, qui explique pourquoi les soldats sous ses ordres lui confiaient leur vie sans hésiter. L'histoire célèbre les généraux flamboyants, ceux qui arboraient des foulards de soie, des cravaches et des revolvers à poignée d'ivoire. Ils posent un mieux en photo. Mais les hommes qui ont vraiment remporté la Seconde Guerre mondiale faisaient confiance à autre chose. Ils croyaient en le général qui surgissait, transi de froid et couvert de boue, sur leur ligne dans les Ardennes en décembre. Ils avaient foi en celui qui s'asseyait parmi eux pour les écouter vraiment. Ils respectaient le chef qui portait la même arme qu'eux, non pour frimer, mais parce qu'il n'avait jamais su être un autre type d'homme. Omar Bradley, général 5 étoiles, premier président des chefs d'état-major interarmés, commandant d'1,3 million de soldats américains, et un homme qui, face au pistolet d'apparat que l'armée lui tendait, en choisit un meilleur.
un en lequel il pouvait avoir confiance, tout comme les soldats qui avaient mis confiance en lui.